bonjour à tous. Merci d'être là, alors public ici à l'Arena Big et puis via YouTube, alors en direct et puis ce sera bien sûr en replay. Pour cette deuxième masterclass de la journée sur le thème de la CSRD, qui est le nouvel acronyme à la mode depuis un peu plus d'1 an maintenant. Je ne sais pas si vous déplacez un peu dans les différentes conférences sur les sujets de durabilité. Si vous n'entendez pas CSRD, c'est has-been, c'est le nouveau hype. Ce qu'on trouvait intéressant, c'est que là, on se retrouve à peu près à 6 mois des premiers rapports, c'est-à-dire les premières entreprises soumises à la CSRD vont publier leurs rapports. Alors, il y en a certaines qui l'ont fait un petit peu en avance, mais voilà, le top départ, le premier rapport vont arriver voilà, en mars 2025 et on souhaitait faire voilà, quelques mois de cette première publication, un premier retour d'expérience ou en tout cas des premiers enseignements qu'on voit en fait. Et pour ça, qui mieux qu'un un auditeur qui a cette vue directement, ce branchement direct sur les entreprises. Alors, François, ben justement, j'allais vous présenter. Ah oui, alors oui, c'est vrai que je me présente. J'oublie toujours de me présenter. Christophe Ménigaud, moi je travaille chez BPI France. Je suis pilote CSRD pour la Banque publique d'investissement. Donc depuis 18 mois, je travaille à déployer la CSRD, mais pour BPI France, pour le rapport BPI France. Voilà. Donc, alors, ça me fait pas de moi un expert parce que je pense que le sujet est tellement vaste que voilà, mais un peu sachant et voilà, on va essayer de partager nos perles de connaissances modestement, humblement. Voilà. Et donc, François Gégard, alors je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, parfait. Donc François Gégard, expert comptable, commissaire aux comptes, président du cabinet Gégard Creatis et auditeur de durabilité maintenant, depuis peu, puisque en fait c'est un métier nouveau qui vient d'être créé et qui est supervisé par une haute autorité de l'audit, donc qui s'occupe à la fois des auditeurs qui vont contrôler les comptes, les commissaires aux comptes, et à la fois ceux qui vont contrôler les rapports de durabilité, les auditeurs de durabilité. Et dans 99% des cas, ce sont des commissaires aux comptes qui ont suivi un parcours de formation et qui continuent de se former au jour le jour parce que, comme vous allez le voir, ce sont des sujets qui nous mettent tous dans le bain de la nécessité de se former et de comprendre ces nouveaux concepts qui tournent autour de la CSRD. Alors la Corporate Sustainability Reporting Directive, on leur a dit une fois, c'était quand même nécessaire. Exactement. Alors justement, auditeur, audit, on sait que la CSRD, un jalon important, une étape importante dans la CSRD, ça sera la vérification, l'audit de ces informations par un CAC ou un ETI. Et justement, on parle souvent de l'audit, mais finalement, ce n'est pas juste un audit. Alors en fait, l'audit, c'est à la fin. Ce n'est pas la vraie problématique, l'audit. L'audit, c'est là pour vérifier les informations et on reviendra sur quel type d'audit et quel type de vérification ils sont faits. Non, la vraie problématique, c'est la mise en place des rapports de durabilité. C'est toutes les entreprises qui n'étaient pas dans ce champ-là, toutes celles qui étaient dans ce champ-là avant faisaient la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, mais maintenant ça s'ouvre très largement. Et donc, toutes ces entreprises qui doivent faire ces rapports de durabilité, eh bien, il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a des normes comptables non financières. Il existait des normes comptables, plans comptables, les IFRS pour les informations financières, qui permettaient de présenter le bilan, le compte de résultat, l'annexe et l'ensemble des éléments financiers qui étaient présentés en approbation en Assemblée générale. Et bien maintenant, il y a ce rapport de durabilité qui va compléter cette information. Et pour l'établir, il y a un certain nombre de règles. Donc la CSRD a mis en place un certain nombre de dispositifs et il y a des normes qui ont été créées, ce qu'on appelle les ESRS, l'équivalent du plan comptable général pour les informations financières. Les ESRS, c'est un peu le plan comptable des informations non financières. Et il y a 10, 12 premières normes qui ont été publiées, qu'on appelle des normes agnostiques, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de l'activité de l'entreprise. Il y aura d'autres normes sectorielles qui viendront compléter ce premier jeu de normes. Mais pour le moment, ce sont des normes qui concernent tout le monde et qui vont, les 2 premières normes, si on le dit très rapidement, vont concerner les aspects généraux et on va voir ce qu'il y a dedans avec des notions importantes sur la matrice de matérialité, sur la double matérialité, sur l'ensemble de ces sujets qui sont
somme toute assez nouveaux, ces concepts. Et il y a 10 normes qui tournent autour des sujets ESG, environnement, social et gouvernance. Sur l'environnement, il y a 5 normes. Sur le social, il y en a 4. Et sur la gouvernance, il y en a une. Mais on va voir qu'à l'intérieur, il y a quand même beaucoup de choses. Ça, c'est pour le rapport de durabilité. Mais on va voir qu'il y a d'autres choses aussi à produire et pas simplement un rapport de durabilité. Tout à fait. Alors, sur les audits aussi, alors en préparant la conférence, moi j'ai appris qu'effectivement il n'y avait pas un audit à la fin, mais 3, c'est ça, hein? Alors en fait, il y a un audit, rapports, mais il y a 3 rapports à rapports, donner. voilà. Le premier rapport, c'est celui donc pour le rapport de durabilité sur la conformité du contenu du rapport par rapport aux normes ESRS. C'est-à-dire que ça a bien été présenté, la démarche a été même complètement en référence et en coordination avec les normes ESRS. Mais il y a un deuxième rapport, c'est le rapport lié à la taxonomie, puisque la taxonomie verte européenne qui permet de classer les activités en fonction de leur capacité en ce qu'on appelle les activités vertes. Et les activités vertes, c'est quoi? Ce sont des activités qui vont dans la lignée du zéro carbone 2050. Et donc ça, c'est important parce que cette taxonomie impose aux entreprises de présenter leur compte de résultat, le résultat d'exploitation, le résultat net, en fonction de la part qui est dans un chiffre d'affaires dit vert et la part qui est dans un chiffre d'affaires qui ne l'est pas. Et qu'est-ce que c'est qu'un chiffre d'affaires vert? C'est un chiffre d'affaires qui est d'abord nomenclaturé dans la taxonomie et deuxièmement qui va permettre à l'entreprise de converger vers l'objectif net zéro en 2050. Alors pourquoi c'est important pour les entreprises de faire ça? Eh bien parce que les banquiers, les financeurs, les assureurs vont aussi derrière coter leur propre portefeuille en fonction du côté taxonomie compatible des entreprises et vont dire, ben voilà, moi je fais des prêts, pour faire simple, à des entreprises, il y en a tant de pourcents qui sont en conformité avec cet objectif et tant de pourcents qui ne le sont pas. Et pour que les banques soient capables de dire, dans mon portefeuille, il y a ça, et bien, il faut que les entreprises elles-mêmes aient déclaré ces éléments. Et donc l'auditeur de durabilité va d'un côté valider le rapport de durabilité, mais il va aussi valider la conformité à la taxonomie. Et puis ce n'est pas tout. Je vais faire une petite incise oui, là. bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que la CSRD en tant que telle, ou les normes ESRS, ne parlent pas de taxonomie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de publication d'informations taxonomiques dans la CSRD. C'est en fait la directive taxonomique qui dit vous irez le produire dans le rapport durabilité du moment. Donc avant, l'année dernière, c'était la DPEF et maintenant, ce sera demain dans le rapport de durabilité, dans le rapport de CSRD. Donc si vous lisez juste la norme CSRD, vous dites bah, moi, j'ai pas de taxonomie à produire. Si, mais ça vient d'une autre directive. Voilà, bon, je fais juste l'incise parce que... voilà. Et puis, pour conclure, il y a un autre petit rapport qui n'est pas insignifiant, mais le rapport de durabilité, c'est du littéraire. Et le littéraire, c'est très peu comparable d'une entreprise à l'autre. Donc toutes les informations qui sont imposées par la CSRD sont nomenclaturées dans une espèce de liasse, qui ne sera pas une liasse fiscale, hein, qui va dire toutes les informations doivent figurer dans un format XBRL sur un document qui va dire exactement où est l'information. Ce qui permet après aux analystes de prendre le document, de le comparer avec d'autres et de voir des éléments qui sont... Et donc ça, l'auditeur de durabilité a aussi à valider le bon fléchage, si on prend des termes non techniques, le bon fléchage de l'information de durabilité contenue dans le rapport dans ce document de synthèse qui est un document électronique, qui est au format, ce qu'on appelle XBRL. Donc on voit qu'il y a 3 audits qui vont être faits. Mais on va maintenant arrêter la partie audit parce que pour qu'il y ait quelque chose qui soit auditable, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit produit. Et le vrai défi que l'on a devant nous et que vous avez tous, eh bien, c'est de pouvoir produire cette information. Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses à comprendre, à apprendre sur les nouveaux concepts avant de les adopter et d'être capable de produire l'information. Exactement. Alors là, c'est le moment où on rentre dans le cœur du sujet de la conférence. On est voilà, mi-octobre 2024. Premier rapport devrait sortir à peu près mi-mars 2025, donc 6 mois. Voilà, quels sont aujourd'hui, alors pour celles qui sont déjà soumises année 1, elles sont peut-être les 2 pieds dedans. Pour les entreprises qui vont être soumises en deuxième année, hein, puisque c'est une entrée en
en application progressive. Mais quels sont voilà, les grands enjeux déjà qui se dessinent, en tout cas sur lesquels il faut réellement mettre l'accent quand on prépare ce rapport de durabilité ou quand on se prépare à cette directive? Alors en fait, on a les entreprises qui faisaient la DPEF, elles s'adaptent, elles prennent les nouveaux, mais elles ont déjà un certain nombre de structures qui sont qui existent, et donc elles font une adaptation sur ces nouvelles masses. C'est pas si simple, mais ça va. Le vrai défi sur lequel nous sommes tous collectivement obligés de travailler, ce sont les nouvelles entités qui rentrent dans le champ, qui ne produisaient pas de DPEF avant et qui aujourd'hui doivent produire un rapport de durabilité, ou cette année, ou enfin en 2025 pour 2024, ou en 2026 pour 2025, et après même d'autres entreprises étrangères qui auraient des activités significatives sur le plan européen. Donc ça va être un vrai défi pour elles, et on va voir quels sont les sujets et dans quel ordre il faut pouvoir les aborder. Et puis après, il y a aussi toute la ribambelle des fournisseurs, des parties prenantes, qui vont avoir besoin de bien comprendre ce que leurs donneurs d'ordre doivent sortir comme information pour être capables de leur donner. Parce qu'on dit souvent, quand on parle de bilan carbone, on reviendra sur cette notion là-dessus, on dit souvent qu'il y a 3 scopes, le scope 1 et 2 qui sont gérés les problématiques carbone en interne, et le 3 qui est celui des fournisseurs. La CSRD, c'est aussi beaucoup sur le scope 3, et on est tous le scope 3 de quelqu'un. Je réexplique, c'est-à-dire que quand on va par exemple travailler sur la chaîne de valeur, la chaîne des travailleurs de la production, on ne va pas simplement regarder les salariés de l'entreprise, mais aussi ceux de ses sous-traitants, et en allant assez loin, en amont et en aval. Et donc on se rend compte que ça nécessite d'avoir la capacité de récupérer des informations en interne dans l'entreprise, mais aussi sur sa chaîne de valeur. Et ça, c'est quand même une révolution pour beaucoup d'entreprises qui n'avaient jamais travaillé sur ces sujets. Mais la première révolution, si vous permettez Christophe, c'est de dire que le vrai sujet au départ, c'est celui de la gouvernance. Parce qu'on n'a plus le temps aujourd'hui de se poser la question s'il y a une crise climatique ou pas. La vraie question, c'est comment on fait pour relater ces éléments-là et pour voir l'impact que ça va avoir sur le modèle économique. Alors avant de rentrer dans les publications CSRD, il y a ce premier élément qui est essentiel. C'est que tout le monde doit bien comprendre que la valeur des entreprises, leur transmissibilité, on reviendra sur ce sujet, et leur capacité donc à être cédée demain, va bien sûr reposer sur leur rentabilité, la projection financière et l'ensemble de ces sujets, mais surtout va reposer sur la capacité à répondre aux questions environnementales, sociales et de gouvernance. Là où, hier, c'était une information supplémentaire, un peu la cerise sur le gâteau qu'on mettait sur un bilan financier, là aujourd'hui, la partie financière, ce sera le bon déroulement financier des opérations, mais le vrai challenge, il va être ESG, environnemental, social et gouvernance. Pourquoi ? Parce qu'il faut transformer de manière profonde les modèles économiques. Il faut transformer les chaînes de valeur, de création de valeur des entreprises. Parce que ce qui a marché aujourd'hui, le business as usual, comme on dit quand on veut faire chic en anglais, eh bien, n'a plus cours aujourd'hui. C'est-à-dire que faire des projections avec les modèles économiques actuels, ça, on a toujours changé, il y a toujours eu de l'innovation, etc. Mais aujourd'hui, c'est un changement considérable. Et donc, il faut progressivement adapter sa pensée de son modèle économique et repenser le fond. Si l'on croit que la problématique de la CSRD, c'est la conformité à une nouvelle réglementation, on passe à côté de l'essentiel. C'est un réveil, puisqu'il faut donner, communiquer, donc ça veut dire qu'il va falloir d'abord produire l'information, la faire rentrer comme une information de pilotage au quotidien dans l'entreprise, etc., etc. Mais la vraie question, et d'ailleurs la CSRD n'oblige pas à faire, elle oblige à être transparent sur ce qu'on fait. C'est quand même quelque chose de très différent. On ne vous dit pas vous devez être zéro carbone. On vous dit où est-ce que vous en êtes sur vos émissions carbone. Quel est le plan de décarbonation que vous avez fait. Dites ce que vous avez fait. Vous avez le droit de ne rien faire, mais il faut le dire. Bon, vous avez le droit de rien faire, je ne sais pas, mais en tous les cas, il faut le dire. Donc ça, c'est important parce que toute la CSRD, le rapport, c'est de dire où est-ce que vous en êtes. Et après, c'est le marché, vos parties prenantes, qui vont juger de l'opportunité de continuer
de travailler avec vous, d'investir, de se développer, de créer des partenariats avec vous, ou de continuer de travailler chez vous, parce que ces questions-là sont des questions d'attractivité client, mais surtout aussi d'attractivité de talent, d'attractivité de personnes qui ne veulent plus travailler dans des entreprises qui ne vont pas dans un sens qui va dans le sens de l'amélioration de la vie sur Terre, sur la planète, pour faire simple. Alors, je reviens sur le changement de modèle économique. On parle souvent, ça c'est pas dans la CSRD, mais ça montre l'adaptation qu'on doit faire sur la partie de gouvernance. On parle souvent du triangle de durabilité, c'est-à-dire quand on parle des modèles économiques, on va parler de trois choses. La première réflexe, c'est l'atténuation. C'est-à-dire que si on a des externalités négatives, on va les diminuer. Si l'on émet du carbone, on va essayer d'émettre moins de carbone. Si on a des pollutions dans l'air, dans le sol ou dans l'eau, on va les calculer, on va les prévenir, mais de façon à en faire moins. C'est ce qui est l'atténuation de l'empreinte environnementale et aussi sociale de l'entreprise dans son environnement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, après l'atténuation, c'est l'adaptation. Parce qu'on peut atténuer, mais le monde se dégrade dans lequel nous vivons. Et donc, à un moment donné, il faut tenir compte de l'évolution de l'environnement dans lequel évolue l'entreprise. Si l'eau du Rhin baisse de niveau parce qu'il y a des grosses sécheresses, eh bien, il n'y a plus de capacité à faire venir des marchandises par le Rhin sur des usines. Donc là, il faut trouver d'autres moyens. On n'est plus dans l'atténuation, on est dans l'adaptation. Et la troisième étape, après l'atténuation et l'adaptation, c'est la régénération. Le modèle économique de l'entreprise n'est plus simplement là pour travailler pour éviter de casser de la biodiversité, par exemple, mais pour créer les conditions qui vont permettre de la restaurer. Donc on voit là qu'on est dans un autre schéma et qu'on n'est plus du tout dans le modèle économique classique qu'on a connu jusqu'à présent. Donc ça, ce raisonnement, atténuation, adaptation, régénération, il faut que les dirigeants d'entreprise, les membres des conseils d'administration, des boards, soient conscients de ces éléments-là. Et on dit aussi qu'aujourd'hui, si dans un board, il y a des climato-sceptiques, on n'a plus le temps de les gérer. C'est-à-dire que ce n'est plus la question d'argumenter ou de ne pas argumenter. On peut argumenter, on a le droit d'aller au bar sur le zinc et d'échanger sur toutes les questions qui ont du monde. Mais dans nos entreprises, on n'a plus le temps de travailler là-dessus. Aujourd'hui, ce n'est plus de savoir s'il faut pas. C'est comment on le fait, est-ce qu'on a des outils et est-ce que l'on aura encore un modèle économique viable compte tenu des éléments dans lesquels nous vivons. Donc je pense que ce triptyque est important et la formation des dirigeants, de la gouvernance est la première étape importante. Et puis après, ça se décline sur les membres du CODIR, sur les cadres et les équipes, et derrière, après, sur les parties prenantes, mais on reviendra dessus un peu après. D'ailleurs, sur justement les compétences du conseil d'administration, il y aura aussi, il y a tout un, enfin c'est le G1, je ne sais plus combien, où on doit justement mettre en regard les compétences du board, de son conseil d'administration, avec les sujets qui sont matériels pour l'entreprise, c'est-à-dire doublement matériels. Et ça me permet, par une pirouette incroyable, de passer au deuxième, je pense, deuxième enjeu important, qui est l'analyse de double matérialité. Je pense. Alors, ça c'est un point important, c'est-à-dire que aujourd'hui, on va regarder l'impact que l'entreprise a sur l'environnement. Est-ce que je pollue? Comment? Pourquoi? Comment je peux le diminuer? Mais aussi l'impact que l'environnement a sur mon modèle économique. Donc la matérialité d'impact et la matérialité financière. Et donc ça, l'air de rien, c'est une vraie révolution. Parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs dans le monde. Au niveau européen, on est encore quand même sur cette double matérialité. Certains notamment nos amis américains, ont une vision plutôt financière, c'est-à-dire en gros combien ça va coûter et quel est l'impact financier. Mais il y a ces deux éléments, et pour faire cette approche de mesure de l'impact financier et de mesure d'impact, eh bien, il faut aussi bien comprendre tous les enjeux. Et on ne peut pas traiter tous les enjeux en même temps. Et donc, on va faire ce qu'on appelle une matrice de matérialité.
Et cette matrice de matérialité, c'est l'autre point important, c'est que l'on va prendre tous les sujets essentiels des ESRS et on va regarder concrètement pour le métier, l'activité propre de l'entreprise, qu'est-ce qui a un impact, qu'est-ce qui est le plus important, et on va d'abord traiter les sujets qui ont de l'effet. Je suis une entreprise, j'ai une entreprise qui fait du transport en camion à l'international. Je peux très bien, et là c'est à titre anecdotique que je dis ça, changer les verres d'eau de ma salle de réunion pour qu'ils soient plus en plastique et en carton, mais ça ne va rien changer sur le fond. La vraie problématique, c'est les transports, c'est l'énergie, c'est les trajets, c'est tous ces sujets-là. Donc en fait, l'idée de la table de matérialité, c'est vraiment de se dire où est-ce que l'on en est, quels sont les éléments qui sont essentiels sur lesquels on va travailler. Alors après, on verra que dans les ESRS 1 et 2, les premiers, on nous demande bien sûr de nous positionner sur ces sujets, mais on met quand même aussi en avant certains sujets qui sont communs à tout le monde. Et que c'est comme le changement climatique. Alors quand vous comprenez le changement climatique au sens des ESRS, c'est en fait la gestion des émissions de gaz à effet de serre. D'accord ? Donc en fait, c'est ce sujet, quels que soient les métiers, il est commun à tout le monde. Et si il n'était pas important dans votre table de matérialité, eh bien vous avez l'obligation d'expliquer pourquoi il n'est pas important. Mais vraisemblablement, ça touche quand même tout le monde. Donc ça veut dire que là, on va avoir affaire dans toutes les entreprises, ce qu'on appelle communément en France le bilan carbone, ou le bilan des gaz à effet de serre, et des émissions de gaz à effet de serre. Et là, eh bien, c'est la première étape importante. Pourquoi c'est la première étape importante? Parce que le bilan carbone, ou le bilan des gaz à effet de serre, c'est un flash, un inventaire des émissions de l'entreprise. En soi, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est de le mettre en lien avec une politique bas carbone, de réduction carbone, avec ses objectifs 2030-2050, ce qu'on appelle net zéro, c'est-à-dire zéro carbone. Alors là, ça veut dire que pour faire cette trajectoire bas carbone, eh bien, il faut savoir d'où on part. Et on va voir que, comme dans beaucoup de situations, il est facile de réduire les premiers excès de carbone, il est plus difficile de réduire les derniers excès. C'est un peu comme un régime alimentaire, c'est plus facile de perdre les premiers kilos que les derniers. Mais néanmoins, l'objectif, il est quand même le zéro carbone, le net carbone. Donc on voit que ça, c'est un premier sujet sur lequel les entreprises doivent se positionner, quelle que soit leur activité. Et dans la matrice de matérialité, on va regarder ce qui est le plus important. Alors après, on peut détailler un peu, on ne va pas faire toute une présentation de l'ensemble des ESRS, mais quand je vous dis qu'il y en a 10 qui sont agnostiques, mais sur les critères E, S et G, donc il y en a 5 qui sont sur l'environnement, il y en a 4 qui sont sur le social, et il y en a une qui est sur la gouvernance, mais qui à l'intérieur comprend beaucoup de choses. On en a pas mal parlé, donc on ne va pas revenir sur la gouvernance, si ce n'est qu'il y a la nécessité d'expliquer comment on intéresse à l'intérieur de l'entreprise la performance des programmes ESG dans la rémunération des cadres, des dirigeants et des équipes. C'est-à-dire que c'est plus simplement de dire il va falloir que, je dis quels sont, et dans la partie gouvernance, c'est quels sont les moyens qui ont été mis en place pour faire en sorte que toute l'entreprise est bien mobilisée. Ce n'est pas simplement de faire de la formation, c'est l'intéressement, il est basé sur quoi? Les salaires, ils sont basés sur quoi? Les primes, ils sont basés sur quoi? Et si aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments sur ces aspects environnement et sociaux, on sait très bien que ça ne bougera pas. Donc dans la partie gouvernance, il y a ces évaluations qui sont quand même très importantes. Après, sur la partie environnementale, le bilan carbone, on en a parlé, il faut s'adapter, il faut apprendre à gérer ça, parce que la première fois qu'on fait un bilan carbone, on a des tonnes équivalent carbone. Bon, d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'une tonne équivalent carbone, hein. Ce n'est pas que du carbone, c'est tous les gaz à effet de serre qui ont trouvé une espèce de monnaie commune ou une valeur commune qui est ce qu'on appelle la tonne équivalent carbone, mais on parle de tous les gaz à effet de serre à l'intérieur de ce terme équivalent carbone. Et derrière, on va se dire comment on fait pour le... Est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? Et la première question, le premier élément, on fait un bilan carbone, vous avez tant, ok, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Donc il faut éduquer, de la même manière que quand on est passé du franc à l'euro,
Il fallait s'habituer à manier l'euro. Et on réfléchissait encore en francs pour l'immobilier, pour les grandes sommes, pour des choses de ce genre. Mais au début, voilà, alors je parle de quelque chose qui date un peu maintenant. Hein, mais pour le bilan carbone, c'est la même chose. On dit vous avez tant d'équivalent carbone. Est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? Où est-ce que je produis du carbone, enfin je génère du carbone, et comment je peux faire pour le réduire? Donc ça, c'est quand même la première étape d'éléments. Après, sur l'environnement, il y a des choses qui sont nouvelles pour beaucoup d'entreprises. La pollution, c'était déjà géré sur un certain nombre de choses, mais pas forcément sous forme de tableau de bord, de suivi, d'obligation de reporting. Et aujourd'hui, c'est la pollution du sol, de l'air et de l'eau. Donc on a toutes sortes de pollutions. Il y a un aspect spécifique sur les ressources en eau et les ressources maritimes, parce qu'on sait bien que ce sont des éléments essentiels à la survie humaine sur Terre. Et puis les éléments liés à la biodiversité, jusqu'à présent, sauf entreprises spécialisées dans le secteur, il y a très peu d'entreprises qui avaient une vision très claire sur leur influence sur la biodiversité. Ça, c'est un élément nouveau pour beaucoup d'entreprises qui est nécessaire de regarder de très près et qui nécessite aussi des compétences particulières sur l'impact que peut avoir. Ça ne va pas forcément toucher tout le monde. Quelque part, ça touche tout le monde, mais pas forcément au cœur du centre. C'est la table de matérialité qui dira où est-ce qu'on en est et ce qui est prioritaire à faire sur ces sujets. Et après, il y a cette notion d'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est comment on travaille avec ces parties prenantes pour faire en sorte que, je vais faire simple, les déchets des uns veulent des ressources pour les autres et que l'on n'est pas et que l'on va travailler en coordination avec les autres acteurs de son environnement. Pour la partie sociale, bien sûr, il y a les problématiques qui concernent le personnel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va introduire une nouvelle notion qui est celle de la chaîne de valeur, où on va s'intéresser à l'accidentologie au travail, au turnover, à un certain nombre de sujets liés au social, que les uns et les autres pouvaient déjà connaître. Mais on ne va pas simplement s'intéresser de ça aux salariés, mais aux gens qui travaillent au sein de l'entreprise, donc les intérimaires. On va y mettre aussi les sous-traitants qui peuvent intervenir, qui sont ni en contrat de travail, ni en contrat d'intérimaire, mais en sous-traitance. Ils sont sur le site de production. Et on va derrière aussi regarder les travailleurs de la chaîne de valeur. En amont, ça va aller jusqu'aux fournisseurs de base. Alors en amont ou en aval, je ne vais jamais le dire dans le bon sens, et en tous les cas, sur la partie force de vente commerciale et circuit de distribution, jusqu'au consommateur final. Donc en fait, la notion de social pour la CSRD est assez étendue. Elle ne s'arrête pas là. Alors il y a des dispositifs qui ne concernent pas forcément toutes les PME, les entreprises françaises, mais qui fait partie de la CSRD, qui est très importante, notamment pour ceux qui travaillent à l'étranger ou qui ont des cycles de production à l'étranger. C'est tout ce qui concerne la préoccupation autour des peuples autochtones. D'accord ? Donc ça, bien évidemment, ce n'est pas forcément toutes les entreprises, mais ça fait partie de ces éléments-là. Et en fait, quand on réfléchit, c'est important parce que si vous êtes dans le textile, vous faites de l'achat-vente, de la transformation, où est fabriqué votre textile, et peut-être que dans votre chaîne de valeur, ce sujet est particulièrement important. Donc voilà, on voit bien qu'on a des éléments, et puis on finit bien sûr par l'utilisateur final, hein, le client final. Ce n'est pas forcément votre client. Hein, vous êtes peut-être le fournisseur de quelqu'un qui va avoir un client final, mais ce n'est pas simplement votre client qui va utiliser, c'est l'utilisateur final. C'est dans toute la responsabilité sur la production des produits, sur leur recyclage demain, sur leur nocivité par rapport à la vie, par rapport à un certain nombre de problématiques de santé. Donc on voit bien que ces normes couvrent des choses très étendues. Et puis ce qui ressort aussi de ce que vous dites, hein, c'est que là, on comprend bien que la CSRD n'est pas juste un exercice qui se fait en chambre entre les murs de l'entreprise, mais que voilà, il va falloir regarder plus largement en amont, en aval, mes impacts financiers, alors qui peut être positif. Hein. C'est vrai qu'on a toujours ce prisme un peu risque, impact négatif, mais c'est aussi des... Alors en fait, on a une notion qui s'appelle l'IRO, hein, donc, qui permet justement les impacts, les risques, mais aussi les opportunités. Donc en fait, quand on parle sur ces sujets, on doit mettre aussi en face les opportunités. Si j'ai transformé mon modèle économique, j'ai peut-être de nouvelles opportunités de développement que je n'avais pas avant.
Donc en fait, ça, ce sont des éléments qui sont vraiment intrinsèques aux ESRS et à la CSRD. Alors peut-être sur les parties prenantes. C'est une chose qui était connue et qui est connue des grandes entreprises, plus ou moins bien pratiquée, mais là qui est vraiment au cœur du dispositif. C'est-à-dire que quand on était sur des informations financières, on produisait des informations financières de l'entreprise, pas de ses fournisseurs. Et puis si on avait des bénéfices ou des pertes, ça nous concernait nous, on le communiquait aux banquiers, aux machins, mais ça allait là, ça s'arrêtait là. Là, la logique de la CSRD, c'est d'avoir un positionnement de l'entreprise dans son environnement global, avoir une vision un peu holistique de l'entreprise dans son environnement, et donc tenir compte de ses parties prenantes. Et pour tenir compte de ces parties prenantes, il faut d'abord les identifier, parce qu'il va falloir discuter avec eux, mesurer la manière dont ils perçoivent notre manière de travailler sur ces sujets ESG, et les intégrer dans le cadre de la communication CSRD, rapport durabilité qu'on va pouvoir faire. Donc, voilà, c'est aussi des notions qui sont quand même nouvelles sur ces sujets. Alors, donc là, on a parlé la gouvernance, là, qui va falloir, qui est vraiment centrale pour cette directive. L'analyse de matérialité qui finalement concerne aussi la gouvernance, parce qu'on comprend qu'un sujet, s'il est important, il va falloir qu'il soit porté et transformé et appliqué dans le modèle d'affaires. Donc, ce n'est pas juste un flash sur une année ou rétrospectif, c'est vraiment prospectif. Donc, il va falloir faire évoluer son conseil d'administration. Et puis, en filigrane, il y a cette notion d'information, de données. Et ça, c'est aussi peut-être le grand changement. C'est ce flux d'informations que les entreprises doivent, pour celles qui sont déjà soumises tout de suite, et puis pour celles qui vont être soumises demain, c'est cette gestion du flux d'informations. Alors ça, c'est probablement, une fois qu'on a bien compris les concepts, qu'on a vu le champ d'intervention de cette communication pour l'entreprise, va se poser, on va rentrer dans le dur, et on va dire ces informations, il faut les produire, il faut les fiabiliser, il faut assurer une bonne synthèse de ces informations, et faire en sorte qu'elles vont pouvoir être correctement utilisées par les différentes personnes qui les liront et qui prendront des décisions à la lecture de ces informations. Et alors, soyons clairs, sur l'information financière, les choses sont quand même plutôt bien rodées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a du contrôle interne, on a des procédures, on a des mécanismes de collecte de l'information, de validation de cette information, et de traitement de cette information. Sur les informations financières, les systèmes d'information de l'information non financière se mettent en place. Et aujourd'hui, c'est quand même un peu la brasse coulée. Parce qu'on est capable de faire un bilan carbone, mais ce n'est pas ça qu'on nous demande. Ce n'est pas de faire un bilan carbone à un moment donné, c'est de générer toutes les informations carbone au fil de l'eau des transactions et de l'organisation, de pouvoir la collecter et donc d'avoir un système de génération de l'information qui va permettre de traiter l'information. On ne va pas attendre au mois de décembre de se dire tiens, qu'est-ce qu'on a fait sur l'année, on va aller rechercher les informations. Le système comptable financier qui existe aujourd'hui fait que de la facture au bilan, il y a tout un système de contrôle, de validation dont je vous épargnerai la description. Mais pour la partie non financière, c'est pareil. Sur la partie RH, sur la partie lien avec les parties prenantes, j'ai dit sur la partie carbone, la partie pollution, etc., ça veut dire que tout ça doit pouvoir être enregistré au fil de l'eau tout au long de l'année, avec une transparence et une piste d'audit, comme on dit, hein, c'est-à-dire une capacité à être audité, parce que c'est bien beau d'avoir traité l'information, mais il faut que les auditeurs puissent vérifier, parce qu'ils ne sont pas tous les jours dans l'entité, donc quand ils vont faire leur contrôle, de la même manière qu'ils le font aujourd'hui sur l'information financière, ils vont vérifier les procédures pour s'assurer que toute l'information est bien rentrée. Aujourd'hui, si une entreprise me dit « je veux certifier mes comptes annuels », et qu'il n'y a pas de procédure, je lui dis je veux bien vous faire ça, mais je ne suis pas en moyen de le faire parce que vous n'êtes pas en moyen de dire que vos informations sont fiables. Moi, je ne certifie des comptes financiers que quand l'entreprise me dit mes comptes sont bons. Ce n'est pas moi qui dis les comptes sont bons, c'est l'entreprise. Et moi, je dis sur la base des vérifications que nous avons faites, nous avons pu vérifier que ce que vous disent la direction, eh bien sur les CSRD, c'est pareil.
Sur les rapports de durabilité, c'est pareil. Il ne faut pas simplement produire l'information, mais il faut construire un système d'information qui produit l'information et qui est capable d'en assurer la traçabilité. Alors, soyons clairs, la maturité aujourd'hui n'est pas la même que sur les informations financières. C'est clair, il n'y a pas les mêmes années d'expérience. Mais tout est en train de se construire en ce moment. Et donc, ça veut dire que les entreprises sont en train de construire le système, de produire l'information, de les échanger avec la partie prenante tout en même temps. Donc, il est clair que les premières années, eh ben, on sent bien que l'information sera d'une fiabilité peut-être moins forte au début et plus forte après, et qu'il y a un chemin de progression qui va avoir besoin d'être parcouru. Est-ce qu'il faut s'attendre à des réserves et des observations dans les premiers rapports de durabilité? Et est-ce qu'il faut former ou prévenir son comité d'audit que ça va arriver? On va bien sûr regarder l'état. La première chose quand on arrive, c'est l'état de maturité de ces sujets. Et quand l'état de maturité n'est pas là, il faut avoir la franchise de dire que ça va être compliqué de dire que tout est bien dès le début. D'accord ? Donc oui, je pense très sincèrement qu'il y aura des explications et à la limite, dont acte. Ce qui est important, c'est le schéma de progression. Dans la CSRD, on vous dit vous avez besoin de vous renseigner sur telle ou telle chose. Vous avez besoin de dire ce que vous faites. Il faut avoir une qualité de l'information de ce que vous faites. Et puis après, progressivement, les gens vous interrogeront plus simplement sur la qualité de l'information que vous faites, mais sur la nature, la qualité que vous produisez. Et c'est là où se feront les plus grands défis pour les parties prenantes. Pour nous, auditeurs, et pour les entreprises, le défi aujourd'hui, c'est de fiabiliser l'information, c'est clair. D'accord, donc ce qui peut être perçu comme l'opprobre ultime quand on a une réserve sur les états financiers aura peut-être moins, disons, alors là, en tout cas au début. On peut imaginer. Ce qui est intéressant, c'est l'impact que ça a sur les personnes qui lisent ces rapports et qui sont en relation. Si vous avez un client qui lui-même a des obligations de reporting, qui vont s'appuyer sur votre performance, au moment des appels d'offres, ils vont vous dire « Ok, votre produit est bien. Ok, votre tarif est correct. Ok, vous pouvez nous le livrer dans des délais raisonnables. C'est très bien. Mais si vous n'améliorez pas mon propre rapport de durabilité, je ne vais plus travailler avec vous. Je ne peux plus travailler avec vous. Parce que moi, j'ai besoin vis-à-vis d'une partante, je suis plus avancé, j'ai un système et j'ai besoin que les fournisseurs me donnent ces informations. » Alors ça pique un peu. Parce que c'est quand même tout un tas de modèles économiques. Et là, il faut quand même se rendre compte que ce n'est pas le rapport qui est important. C'est la capacité à satisfaire ses clients sur des sujets sur lesquels ils ont envie de progresser. Si je prends le bilan carbone, je lui dis, moi, je n'ai pas envie de travailler avec vous parce que votre bilan carbone est mauvais. Et qu'en travaillant avec vous, je détériore mon propre bilan carbone. Eh bien, dites-vous que sur ces sujets-là, c'est important, mais sur les sujets autres des ESRS, c'est exactement pareil. Donc en fait, on voit bien qu'il y a, c'est plus on disait le ruissellement, mais c'est plus le ruissellement, c'est la construction. C'est-à-dire que là, non, je suis désolé, monsieur, je ne peux plus travailler avec vous parce que moi j'ai quelqu'un qui répond. Alors bien sûr, si dans un marché il n'y a pas de fournisseurs qui répondent, etc., on aura dans les premières années des arbitrages qui seront faits. Mais il faut bien comprendre que c'est une question d'éligibilité de son business. Et puis, on peut, je vois que le temps avance, mais on peut aussi aborder la question de la transmissibilité de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On évalue encore aujourd'hui les entreprises sur les critères financiers. Il faut être clair. Il y a quelques amendements sur la valeur, mais aujourd'hui, dans les évaluations financières qui existent, c'est la projection des flux futurs de trésorerie, c'est la capacité du modèle économique à grandir, c'est un certain nombre de choses qui font qu'on est capable de donner un prix pour un acheteur à une entreprise quand il va la reprendre ou quand il va la céder suivant là où on se positionne. Là, il est clair que on pourra avoir très bon flux de trésorerie, mais si le modèle économique ne suit plus, le flux de trésorerie, il ramènera à une valeur zéro parce que la durée de génération de ce flux va être zéro. Et donc c'est là où toute la réflexion qu'on a eue tout à l'heure sur l'adaptation, sur l'atténuation, l'adaptation, la régénération et sur les transformations du modèle économique, pour tenir compte de ces sujets, est important
Parce que sinon, l'impact ne sera pas simplement sur le rapport d'audit, ne sera pas simplement sur la publication des informations, mais sera sur la capacité à préserver une valeur à l'entreprise en cas de cession, en cas de transmission pour les plus petites entreprises. Et ça, c'est des sujets qui vont monter en puissance. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, les évaluations se font encore sur des éléments financiers. Mais ça ne va pas durer des tonnes de temps parce que ces informations prennent une telle dimension que ça va devenir essentiel. Très bien. Alors, il nous reste environ 5 minutes. On a couvert quand même pas mal des sujets, en fait, des sujets qui sont qui sont clés pour justement pour se préparer au reporting. Est-ce que une entreprise aujourd'hui, elle peut construire voilà, tout ce qu'on a dit? Est-ce qu'elle peut le faire elle toute seule, ou est-ce qu'elle a besoin d'aide, pour dire les choses assez abruptement? Alors, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a énormément besoin de pédagogie. Donc ça, c'est le terme super light pour dire qu'il y a besoin de formation. D'accord, hein? Parce qu'on dit pédagogie, mais en fait, derrière, il faut se former. Parce que si on ne sait pas ce que c'est qu'un gaz à effet de serre, on ne peut pas avoir une réflexion stratégique sur un objectif de réduction carbone. Et d'ailleurs, ce n'est pas que la CACD, parce qu'on a plein de réglementations en France déjà, qui imposent un certain nombre de réglementations au-delà de la CSRD. Je prends juste un exemple que j'aime bien, c'est celui du décret tertiaire. Le décret tertiaire qui oblige aux entreprises d'activité tertiaire qui ont plus de 1000 mètres carrés, d'accord, de mettre en place un dispositif de réduction des consommations énergétiques. On ne parle même pas de bilan carbone, on dit réduction des consommations énergétiques, mais à 2030, 2040, 2050, avec des échéanciers à moins 60%. Donc vous prenez votre note de consommation énergétique et vous devez arriver à moins 60% de la date d'aujourd'hui, ou de l'année de référence, ça peut être 2-3 années d'écart, etc. Donc en fait, on s'aperçoit que ça, c'est une transformation profonde. Et que si on ne le fait pas, on ne va pas pouvoir avancer dans le bon sens sur ces entreprises. Donc, les réglementations qui existent sur la CRCRD, celles qui existent sur des réglementations locales, je ne parle pas sur tout ce qui concerne l'alimentaire, sur ce qui concerne l'approvisionnement d'un certain nombre de matières premières, etc. Mais on voit que c'est un ensemble de règles qu'il faut prendre. Donc, la première chose, c'est la formation à tous les étages. C'est plus là. Alors bien sûr, vous pouvez faire la fraise du climat, c'est très bien. Ça donne, voilà, ça dit bon bah oui, c'est important, il faut travailler sur le sujet. Je ne dévalorise pas ça parce que c'est très très bien. On le fait pour nos clients régulièrement pour le mettre en accoutumance, mais on n'est plus à ce niveau-là. Hein, c'est-à-dire maintenant, c'est vraiment d'avoir une connaissance des règles des ESRS. Ça aide. Hein, très clairement, hein, cette normalisation, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la durabilité, hein, mais au moins ça donne des mots, ça donne des thèmes sur lesquels il faut pouvoir travailler et pour lesquels il faut pouvoir se positionner. Et ça donne une grammaire, si vous voulez, ça donne un vocabulaire. Et ça, il faut le partager. Donc je pense que le premier défi, il est là, c'est-à-dire de partager les enjeux pour être capable de parler de ces sujets-là de manière sérieuse. Et pas simplement en bref de comptoir, ah bah oui, il pleut un peu plus, il y a de la sécheresse. Voilà. C'est bien de s'occuper de ses collaborateurs partant de canicule, mais la vraie problématique est bien au-delà. C'est quand même sur le modèle économique en lui-même. Très bien. Je compléterai. Alors ce matin, alors juste à côté, on avait une autre masterclass qui était sur le portail RSE, qui peut être aussi une aide très intéressante pour les PME, qui permet justement d'identifier en fonction de votre taille, votre secteur, à quelle réglementation extra-financière, en tout cas en France, vous êtes soumis. Et il y a tout un module entier sur la CSRD déjà en place et qui est en train de se mettre en place. Il est 100% gratuit, donc ça c'est pas mal. Et puis, écoutez, je profiterai peut-être de la dernière minute pour rappeler que chez BPI France, vous avez aussi beaucoup d'accompagnements qui sont subventionnés. Je réinsiste là-dessus parce que BPI France ne fait pas un euro là-dessus, hein, donc j'en parle d'autant plus librement. Des accompagnements pour faire des diagnostics sur votre bilan carbone, sur l'éco-conception, donc les déchets, la circularité de votre modèle. Perfimo, on parlait du décret tertiaire, donc il y a aussi une mission RSE qui est là aussi subventionnée. Donc, pour mettre le pied à l'étrier ou en tout cas commencer à prendre des actions, n'hésitez pas à aller regarder sur le portail BPI France Accompagnement, plein de ressources gratuites et ou subventionnées
pour se mettre Je pense qu'on en chemin. en complément, on a deux grands sujets qui transforment nos entreprises. Il y a ce sujet de la durabilité, qu'on l'appelle comme on veut, RSE, développement durable et autres. Et puis l'autre sujet, mais qui n'est pas l'objet de cette conférence, c'est toute la partie techno, c'est toute la partie intégration de la digitalisation, c'est tout ce qui est intégration des produits d'IA. Ce qui fait que quand on est chef d'entreprise aujourd'hui, c'est juste super exaltant d'exercer son métier, mais c'est particulièrement sollicitant aussi et qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Et surtout, à partager avec ses équipes. Parce que des projets de CSRD ne se font pas tout seuls avec un dirigeant et son board. C'est la mise en place sur une dynamique collective dans l'entreprise. Et sans ça, on n'arrive pas à avancer et on ne pourra jamais atteindre les enjeux qui sont les nôtres. Donc voilà, beau mot de la fin, durabilité, innovation, c'est le progrès, c'est le thème de Big. Voilà. Donc merci à tous et puis bon Big à tout le monde.